Je pense que il se prenait pour Dieu, tout simplement. Voilà, il était devenu un espèce il a eu une phase où c'était un imam. Il a eu une phase où il a fini par nous dire on serait des descendants du prophète. Il est passé par plein de phases. À chaque fois, il nous sortait des trucs pour nous faire peur ou nous faire croire, je ne sais pas. Donc voilà. Pour revenir à ce que je disais par rapport à ma sortie d'islam, ça s'est passé comme ça. Et je suis ressortie définitivement de l'islam quand, du coup, on s'est retrouvés à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, où là, je me suis dit, wow, plus de prière, plus besoin de réciter le Coran, plus besoin de réciter les hadiths, plus besoin d'apprendre les Et 99. comment ça se fait que vous êtes allé à l'aide sociale à l'enfance? C'était quoi Euh, l'histoire de trop, là? alors, je vais pas rentrer dans les détails. Je te dirais juste que ma mère, elle a eu un comportement avec un de mes frères. Et en fait, ce sont les pompiers qui l'ont retrouvé. Bon, bah, étant donné que, vu de l'état dans lequel il était, les pompiers ont alerté la gendarmerie. Mais du coup, les gendarmes sont venus. Ta mère, elle a été violente envers ton frère? C'était la première fois qu'elle se comportait comme ça. Et les gendarmes sont venus nous chercher. C'est ironique parce que après des années de violence de ton père où rien ne s'est passé, Ouais. vous finissez à l'ASE suite à une violence de ta mère qui, tu me dis, n'était pas habituée à faire ça, quoi. Non, 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 du tout, du tout. C'est ironique, hein. Ouais, ouais. C'est tristement ironique, mais oui, c'est comme ça que ça s'est terminé notre histoire. Enfin, en tout cas, le fait qu'on vive avec nos parents. Et pour l'anecdote, les gendarmes qui sont venus nous chercher, Mm. non, c'est même pas mon cerveau me fait défaut, c'est mes souvenirs. Ils étaient habillés comme s'ils venaient arrêter quelqu'un qui vendait de la drogue. Je me souviens qu'ils avaient des casques, ils avaient des gilets pare-balles, j'avais même je crois qu'il y avait leur arme de service. Enfin bref, ils étaient équipés, ils étaient suréquipés. Ok. Quand j'ai ouvert la porte, ils m'ont demandé où était ma mère. Et moi, j'avais 17 ans, je sortais même, déjà que je sortais pas beaucoup, même plus du Mm. tout à ce moment-là. Pour moi, c'était vraiment impressionnant de voir des gens de l'extérieur, des forces de l'ordre en plus, qui viennent pour me dire on aimerait voir ta mère. Ma sortie de l'islam et bah, comment dire, elle a collé avec la sortie du cocon familial dans lequel j'étais. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que, on va dire, la veille, quand tu es encore chez tes parents, tu crois encore qu'il y a un paradis, un enfer, Non, qu'il y a un prophète et tout? non, 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 j'y crois pas, j'y crois plus du tout parce qu'en fait, Donc, je me dis, en mais vrai, ça date pas de la sortie à l'ASE. C'était déjà non, là. non, c'était déjà là en fait. C'est quand je me suis retrouvée à l'ASE, ça s'est exprimé parce que du coup là j'étais avec le monde réel, j'étais avec les gens. Mhm. J'étais plus chez mes parents déjà d'une. Le fait de faire la prière, pour moi en tout cas, le fait de lire le Coran, le fait de porter, de se cacher, En plus, quand j'avais mes règles, il fallait que je me tienne à l'écart parce que quand t'as tes règles, t'es considéré comme quand t'es considéré comme impur. Fallait que je parle d'une certaine manière, fallait que je sois d'une certaine manière. En fait, j'en avais marre. J'en avais marre qu'on me dise comment il fallait que je me comporte et j'en avais marre de me sentir rabaissée et surtout qu'on essaye de me faire rentrer dans quelque chose dans lequel, de toute façon, je ne rentre pas. Je dis ça dans le sens où, comment dire, c'est comme quand on attache les ailes d'un oiseau, tu vois, Mm. et que l'oiseau, quand même, même si on essaye de lui attacher les ailes, il essaye quand même de s'envoler, de partir. C'est exactement la même chose. Et donc, me retrouver à l'extérieur, retrouver du coup au foyer, je faisais plus la prière. Enfin, toutes les choses qu'on faisait chez moi, toutes les menaces, enfin, toutes ces choses-là, elles ont fini par. Je faisais plus la prière, il y avait plus ce truc-là de la peur, la pression de ne pas être. En tout cas, envers mon père, parce qu'avec mes frères et sœurs, c'était encore une autre histoire. Voilà, c'est ça. Il n'y avait plus l'obligation de paraître aux yeux de mon père comme étant la bonne musulmane, la fille toute sage, machin, etc. Enfin, il n'y avait plus d'infantilisation, il n'y avait plus de tu dois croire ça, tu dois penser ça, tu vois, c'était ça, le fait, la différence entre je suis chez mes parents et puis du jour au lendemain, je me retrouve à l'extérieur. En plus, c'est brutal parce que la transition, j'étais chez mes parents, il y avait un espèce d'environnement malsain, machin, etc. Et puis je me retrouve à l'extérieur. Là, c'est l'inverse, c'est l'autre extrême. Il y a d'autres gosses, il y a les éducateurs, les éducatrices. Enfin, après, à côté, il y a aussi toute l'histoire qu'il y a eu, parce qu'il y a eu une enquête. Enfin, bref. Donc, c'était vraiment l'inverse. Et en fait, même si, au fond de moi, j'étais
pas convaincue, je croyais plus. Il y a quand même encore ce truc-là de parce que je connais pas les gens, parce que c'est nouveau, parce que quand on a tendance à avoir peur, on reste sur les comment dire, pour pas être perdu, parce que les repères changent. On reste quand même sur les habitudes qu'on avait déjà. Et pour moi, ça a été comment dire, je suis encore restée dans le paraître parce que avec mes frères et sœurs, moi je savais parfaitement que ce qui était arrivé, c'était pas normal, que le comportement de mon père, oui, méritait la prison, et que ce qui m'a achevé de me convaincre, c'est quand je suis partie à l'hôpital et que j'ai vu l'état de mes... En fait, il y a 3 de mes frères et sœurs, ça je peux en parler, il n'y a pas de souci. Alors, avant d'expliquer ça, mon père il avait une croyance, à la fin, je ne sais absolument pas pourquoi, mais selon lui, il y avait certains de mes frères et sœurs qui étaient habités par le diable. Oh putain. Voilà. Il nous aura tout fait. Voilà. Vraiment, vraiment. Et selon lui, la seule manière de le faire sortir, c'était qu'on jeûne. On ne mange plus, on ne boit plus, on reste dans le noir, et voilà. Et ça s'arrêtait quand lui, il décidait. Parce qu'il était aussi convaincu d'être un exorciste, hein, si tu préfères, mais sa version à lui, quoi. Mais mélangé avec ce qu'il avait vu des rituels de sorcellerie, enfin, il y avait dans sa famille, il y avait quelqu'un qui jetait des sorts, enfin bref, qui faisait de la magie, de ce que je me souviens. Et donc lui, il a mélangé ça avec la religion, donc le diable. Donc il fallait que pour qu'on soit purifié, pour qu'on soit pur, c'était la mort en fait qui nous attendait. Ah, il y avait pas. Il te l'a fait à toi? Oui, il l'a fait avec tout le monde. Quand on est sorti de chez mes parents, on avait un IMC qui était égal aux enfants qu'on voit dans les pays en voie de développement qui sont maigres, qui sont très mal nourris. Ah, mais c'est un taré, ce type. Oui, c'est un taré. Et sans compter qu'en plus, étant donné qu'ils avaient des problèmes d'argent, parce qu'en grandissant, j'ai quand même commencé à comprendre certaines choses, on mangeait pas souvent à notre faim, donc j'imagine que le ramadan, ça devait l'arranger. La torture, elle est vraiment totale. Hein. Oui. Jusqu'à la privation de nourriture, quoi. Jusqu'à la privation de nourriture, exactement. Et du coup, comme maintenant que j'ai expliqué ça, 3 de mes frères et sœurs se sont retrouvés hospitalisés en urgence parce que les médecins qui ont discuté avec les éducateurs, ils leur ont dit en gros que il restait 15 jours avant qu'ils partent. Et pour ce qui est des autres, parce que du coup, moi j'avais aussi des problèmes, enfin j'avais aussi des effets secondaires, je vais dire ça comme ça. Il fallait qu'on se nourrisse, on était dans un tel état de dénutrition qu'il fallait qu'on se nourrisse petit à petit parce que nos os étaient fragilisés. Et en fait, c'est ça qui m'a fait comprendre que entre la violence psychologique, physique, tous les traitements qui ont liés à la religion, etc., m'ont fait comprendre que cette situation-là n'avait rien de normal et que ce que j'avais vécu, c'était pas normal, tout simplement. Voilà. Mais ça, c'est ce que moi j'avais compris. Mes frères et sœurs, c'était pas le cas du tout. Sans compter qu'en plus, il y avait des très jeunes encore. Il y avait la dernière, elle avait 4 ou 5 ans, je sais plus. Donc elles avaient vécu des choses, mais on va dire qu'elles étaient assez préservées dans le sens où elles ne se souviennent pas de grand chose. Mais entre moi et du coup ma petite sœur, l'avant-dernière et l'avant-dernier du coup garçon, les autres, ils ont du coup avec moi aussi, et ils ont pris vraiment cher. Donc du jour au lendemain, elles se retrouvent à l'extérieur. Du jour au lendemain, il n'y a plus ce truc-là de faut prier, faut manger, etc. Donc il y en a certains qui ont continué à prier, etc. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était cassé parce que j'avais demandé à voir un psychologue. Enfin bref, j'avais dit certaines choses par rapport à mon père en particulier, plutôt que ma mère. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui avait cassé dans le sens où ils n'étaient pas tous d'accord avec ma manière de voir les choses. Ils n'étaient pas tous d'accord avec ma manière de penser, etc. Et donc, on va dire que cette cassure-là, dans le temps, elle a fini par... elle n'a pas rétréci, elle a fini par s'agrandir. Et encore aujourd'hui, il y en a certains qui sont toujours dans ce truc-là de faut faire l'Aïd, faut faire le truc, faut... je crois qu'il y a une de mes sœurs d'ailleurs qui s'est remis à pratiquer il n'y a pas longtemps. Enfin bref, ça a créé une différence entre mes frères et sœurs. Et dans les relations, ça a été compliqué de discuter de l'islam,
pourquoi tu fais plus la prière, pourquoi tu jeûnes plus, et de leur expliquer pourquoi, machin, etc. Et de leur C'est quoi expliquer. la différence entre toi et eux, à ton avis? Souvent, on me dit, oui, quand j'en parle avec des amis, ils me disent, mais toi, tu te rends pas compte, mais tu penses par toi-même, tu te fais ta réflexion. Et c'est vrai, j'ai encore du mal à me dire que c'est le cas, pour plein de raisons différentes comment dire, en dehors de plein de choses. C'est vrai que je me suis fait ma propre réflexion, parce que quand je discute avec eux, le discours, comment dire, le discours est fermé. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit, il n'y a pas essayer de chercher à comprendre pourquoi je pense comme ça, il y a rien, il n'y a pas de, non, il y a ce truc-là, encore une fois, à un degré bien différent, bien évidemment, c'est comme ça, et puis voilà, on ne va pas chercher à comprendre, on ne va pas chercher à machin, ou à essayer d'expliquer ou d'explorer d'autres trucs, c'est comme ça et c'est tout, voilà. Ok. Bon, bah écoute, c'est triste, hein. Et t'as pas d'autres frères et sœurs qui ont réussi à apostasier alors? Je sais pas parce que je sais pas. Je sais juste que mes 3 derniers ne sont pas du tout elles sont pas musulmanes, elles sont pas pratiquantes. Oui, parce qu'elles ont pas été exposées. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoute. Et toi, t'as réussi à te reconstruire? Comment t'as fait? Parce que je pense qu'une fois que t'as pris conscience, t'as dû quand même alerter les services et tu leur as pas demandé de l'aide? T'as pas été suivi? J'ai demandé. Alors quand on s'est retrouvé au foyer, j'ai demandé à avoir une psychologue. Donc, Hmm. parce que je sentais que j'avais besoin de discuter, malgré la pression, malgré le fait que je sentais que tout le monde n'était pas d'accord. Quand je dis tout le monde, je parle de ma famille, bien entendu, n'était pas d'accord sur ça. J'avais l'impression que si je le faisais, je trahissais, je les trahissais en fait, mais j'en avais besoin. Quand je me suis retrouvée au foyer, j'avais fait ma dernière année de lycée, c'était en terminale. J'ai eu mon bac, j'étais très contente d'avoir mon bac. Et cette année-là, en fait, je suis arrivée au foyer, je suis passée majeure. Et dans ces cas-là, il y a 2 solutions, c'est soit je continue mes études, soit je travaille, pour bénéficier de l'accompagnement du contrat jeune majeur. Donc j'ai dit non, moi je veux continuer j'étais lancée dans ce truc-là, je voulais étudier, je voulais faire des études. Mais sauf que alors, il y a un moment donné où mon père était tellement dans son truc de croyance de Dieu, de religion, de chétan, de machin, etc. Et en plus du fait on n'avait pas un rythme de vie normal, on va dire, on mangeait. Il y avait plus ce truc-là de manger, machin, etc. J'avais plus l'énergie d'étudier, j'avais plus l'énergie de lire, j'avais plus l'énergie Hmm. tout est devenu une espèce de souffrance. Donc il y a un moment donné où j'ai arrêté de mes cours et ça a été très difficile en fait quand je suis arrivée au lycée parce que déjà je me retrouvais avec d'autres jeunes de mon âge. Alors, on peut sortir de l'islam, c'est une chose, sortir des croyances, c'est une chose, mais il reste je pense que tu comprendras ce que je veux dire, il reste des automatismes, il y a des choses que j'ai essayé de désapprendre. Et donc tout ça en mêlé, donc ma thérapie, je commence ma thérapie, je me retrouve scolarisée, j'ai de l'espoir, j'ai envie d'étudier, machin, etc. Mais ça fait énormément de choses parce que genre, je désapprends plein de trucs. J'apprends parce que je suis au lycée, parce que je suis scolarisée, mais je désapprends d'autres trucs. Et c'est un travail mental énormissime. Mais en même temps, je me voyais absolument pas continuer dans ces croyances-là. Je crois que le summum, c'est quand j'ai rencontré mon premier copain, donc le père de mon fils, où là, bah, la rupture familiale a été complète parce que bah, il n'était pas musulman, il n'était pas arabe, en plus c'est un Français, hein. Mais en même temps, t'étais à l'aide sociale à ce moment-là, non? Non, 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 là j'étais sortie. J'étais sortie parce que pour différentes raisons, je voulais plus être là-bas. Je voulais vraiment partir et je pense que je voulais me prouver des choses à moi-même. Donc je suis partie et je voulais entreprendre des choses, enfin bref. Et en fait, là où la rupture familiale par rapport à la pratique, machin, etc., c'est ça, c'est quand j'ai rencontré, parce que ben oui, ben, je suis une femme, il faut pas que je couche sans être mariée ni quoi que ce soit. Et surtout, mais mon grand frère qui m'a dit, parce que lui aussi il est parti dans des délires, il m'a dit, quand tu seras à l'université, j'espère que tu remettras le voile. Non, mais à ce moment-là, si, je crois que je lui ai répondu, je lui ai dit non, mais moi je veux pas porter le voile, c'est mort. C'est là en fait où j'ai vu la différence entre ce que moi je suis et ce que je pense, et eux, la manière dont ils ont, enfin leur manière de penser, qui sont encore dans ce truc-là à ce moment-là en tout cas, la religion, c'est important, fais attention à qui tu fréquentes, surtout les garçons, enfin bref. Et moi, ça m'énervait en fait. Ça m'énervait parce que ben, je suis une jeune adulte, je suis capable de penser par moi-même, je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'est-ce que je dois porter, qu'est-ce que je dois pas porter, comment je dois penser, etc., etc. Voilà.
Ok. Et alors, qu'est-ce que tu penses sinon du dogme islamique? Et puis plus particulièrement, si tu peux nous parler de tout ce qui est autour du voile, le conditionnement des femmes, parce que toi, ça t'a touché directement. D'accord, ok. Moi, mon opinion par rapport à l'islam, je le résumerai à un livre que j'ai lu. Il y a un passage que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Le livre, ça s'appelle La banlieue du turfu. L'auteur, c'est Makan Fofana. Et lui, dans son livre, il écrit, parce que lui aussi, il est passé par différentes religions, dont l'islam. Il a mis des mots sur ce qu'est l'islam. Il a dit l'islam, c'est une croyance prête à porter. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va t'aider. Si tu as envie si tu es curieux, si tu as envie de penser par toi-même, si tu as envie de découvrir les choses, comment dire, de te forger enfin, d'être toi, en fait. L'islam, c'est pas une religion qui va te permettre de faire ce genre de choses. L'islam, c'est, en tout cas, la manière dont elle est pratiquée. Si tu as une question, tu auras toujours une réponse. Si, par exemple, je sais pas, tu es chez toi, tu sais pas s'il faut rentrer avec tes chaussures ou il faut sortir, si tu as besoin d'enlever tes chaussures ou pas, tu vas aller chercher dans les hadiths, est-ce qu'il faut rentrer avec tes chaussures, est-ce que c'est haram, est-ce qu'il y aura le diable sur les... Enfin, bref, et ça, c'est un truc, quand je l'ai lu dans le livre et que j'ai fait la relation entre ce que j'ai vécu, et pas uniquement ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu aussi, parce que quand j'allais dans les mosquées et que je voyais les autres musulmans, les autres musulmanes se comporter d'une certaine manière, j'ai fait le lien par rapport à ce qu'il a écrit et je trouvais que ce qu'il écrivait par rapport à l'islam, c'était particulièrement pertinent parce que oui, c'est une religion, encore une fois, qui te permet pas de penser par toi-même, c'est tu suis ça et puis c'est tout. Il y a pas comment dire, il y a pas de fantaisie et je comprends maintenant toutes les personnes qui ont été croyantes ou qui ont été religieuses dans l'islam, mais qui à côté étaient philosophes, en tout cas qui côtoyaient les connaissances, qui côtoyaient le fait de raisonner par soi-même et qu'au bout d'un moment, il y avait un espèce de conflit intérieur parce qu'il y a la croyance, Dieu, le paradis, l'enfer, faire la prière, enfin tout ce qui est lié à ça. Et puis eux, ce qu'ils pensent et ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, et aussi parce qu'il n'y a pas que le Coran, il n'y a pas que les hadiths, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces livres-là à lire, il y a aussi toute la philosophie, enfin tout ce qui fait que en tant qu'être humain, on a nos pensées, on a notre manière de voir les choses, on a notre manière et puis ça a été écrit, et puis il y a des gens qui l'ont enseigné à d'autres personnes, enfin bref. Tu peux être musulman et lire des ouvrages de philosophie, non? Ben, oui, En quoi ça... parce que tu te le permets, parce que tu passes au-dessus parce que la philosophie, si on reste dans le cadre islamique, c'est pas autorisé, puisque c'est pas un livre qui est autorisé à lire parce que ça parle de Dieu, parce que dans la philosophie, on remet en question l'existence de Dieu, on remet en question l'existence des croyances. La philosophie, c'est quelque chose qui te demande de sortir de ce que tu crois, de sortir de ce que tu vois, pour te forger ce que toi tu penses réellement, ce que toi tu crois réellement, parce qu'il y a des personnes qui croient sans forcément croire à un Dieu ou à une entité. Mhm. Ou à des dieux, ça te demande de sortir de tes repères, de ta zone de confort, ça te demande de sortir ça te demande de sortir de toutes ces choses-là. Et en tout cas, de mon expérience et de ce que j'ai vécu, pour moi, l'islam, ça n'a pas de rapport avec ça. C'est tu fais ça, parce que si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer, parce que si tu fais pas ça, ben, t'auras pas assez de hasanat pour aller au paradis, machin, etc. Donc non, pour moi, c'est pas que c'est pas compatible, c'est que oui, tu peux te l'autoriser, parce que c'est toi, parce que tu es curieux ou parce que tu es curieuse, mais si les autres le savent, si les autres l'apprennent, là, comment dire, ça va pas être vu de la même manière. Ça va pas être, on te regardera plus de la même manière, on t'écoutera plus de la même manière, parce que tu sors du cadre, il y a que Dieu qui sait la vérité, et ça s'arrête là. Ok. Et partage-nous alors ta vision du monde. Euh, Ma vision du monde. Alors, étant donné que j'ai tendance à me définir comme une citoyenne du monde, alors je suis française, hein, je suis née en France, là-dessus il n'y a pas de doute, mais il y a quand même quelque chose qui me fait sentir que je fais partie alors c'est peut-être mes origines qui sont multiples et qui me fait sentir comme ça, mais ça fait peut-être aussi cliché, mais je me sens une citoyenne du monde dans le sens où les cultures, pour survivre, elles ont besoin de se nourrir entre elles. Ça n'existe pas une culture qui reste isolée des autres et parce qu'elle est isolée des autres, elle survit et puis elle se développe et puis voilà. Donc pour moi, on a besoin des uns des autres
pour grandir, pour découvrir d'autres manières de penser, même si on n'est pas toujours d'accord avec cette manière de penser. Et c'est très important d'être en désaccord avec les autres. On a besoin de créer du lien pour découvrir d'autres univers, d'autres réalités, parce que souvent, on parle de science-fiction, on parle oui, de science-fiction en particulier, pour aller chercher des réalités qui, même dans la physique, on essaye avec les équations, avec l'étude de l'univers, etc., on essaye de chercher d'autres exoplanètes, on essaye de découvrir des mondes qui seraient parallèles. Mais en fait, les réalités, elles sont par exemple, quand je vais bosser là où je suis actuellement, mon collègue qui est en boulangerie, il a sa réalité à lui, il a sa vie à lui. Donc, je dis pas qu'il faut arrêter d'imaginer des mondes, machin, etc., mais on est 8 milliards sur Terre, il y a 8 milliards de réalités différentes. Et c'est comment dire, on peut, avec ce genre de réalité, lier les unes entre les autres, on peut que apprendre tout le temps. C'est même, ça peut même paraître, en tout cas pour moi, ça peut paraître vertigineux parce que il y a des choses auxquelles je n'aurai jamais accès et c'est pas grave. Et il y a des choses, parce que je vis dans un endroit en particulier, il y a des choses auxquelles j'aurai accès, que je découvrirai et que peut-être pendant quelques années, ça fera partie il y aura que ça que je verrai, etc. Ça va former une certaine vision du monde que j'ai, parce que quand on dit vision du monde, c'est quoi? C'est le monde qui nous entoure dans le sens où, comme je disais tantôt, c'est la vision globale. Est-ce que c'est mon monde à moi qui m'entoure, mon quotidien, la ville où je vis, les trajets que je fais, les gens que je croise, le boulot, mon fils, les livres que je lis, qui forgent mon imagination. Donc en fait, je pense que voilà, ma vision, elle est comme ça, c'est à différentes échelles. Et c'est être consciente que j'existe. Et puis autour de moi, il y a d'autres personnes qui existent. Et comme ces personnes existent là, ça fait que, comme je disais, il y a d'autres réalités. Et ces réalités-là, elles comptent autant que la mienne. Et comme elles comptent, ça fait que chaque vie a une valeur. Et qu'au final, comment dire, il y a autant, je me répète, mais on a à apprendre des uns des autres, même si on n'est pas d'accord, même si sur des choses... parce que justement, c'est quand on n'est pas d'accord que là, il y a des choses qui se produisent. Pour l'anecdote, j'ai fait partie du mouvement des Gilets jaunes pendant quelques temps, même si après, j'ai fini par... Il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Et en fait, c'était marrant parce que quand j'ai fait les manifestations sur Paris, je me souviens d'une particulière où j'avais croisé des gens, c'était des monarchistes, on est en 2024 en France, et c'était des gens qui... Oh, tu te fais de... Ouais. Elle te plaît pas leur vision du monde? Oh, c'était même pas ça. Ce que je trouvais marrant, c'est que c'était des gens, donc des monarchistes, des gens qui croient au fait qu'il faut préserver la lignée royale qui descend de Louis XVI et que c'est la seule qui est censée régner sur le royaume français, le royaume de France. Et c'est des gens qui se considèrent comme le français moyen qui gagne le SMIC et qui vient protester dans la rue parce que le gouvernement actuel a une réalité complètement différente de celle que ces gens-là vivent. Ils souhaitent une autre manière de gérer le pays, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. En quoi ça t'amuse? En fait, ce que je trouvais amusant, c'est une république, c'est mieux? Non, c'est même pas ça. C'est moi, je suivais le mouvement. J'étais avec les gens, donc je côtoyais les gens, mais je le voyais aussi à travers l'œil des médias. Et quand j'écoutais les infos à la radio ou surtout à la radio ou dans les journaux, le profil du gilet jaune, c'était le mec ou la meuf qui boit de la 6-9, qui crame, qui fait des feux sur le rond-point, qui grille des saucisses sur le rond-point, François Ruffin, et il y avait un espèce de décalage entre ce que malheureusement les médias rapportaient et ce que moi je vivais IRL dans la vraie vie, si je peux dire. Et oui, j'ai croisé des gens qui étaient monarchistes et qui étaient présents parce qu'ils étaient convaincus que dans leur manière de voir les choses, leur vision du monde, on y revient, ils représentent le peuple. Étant donné qu'ils sont les descendants de Louis XVI et de toute de la monarchie, etc. Donc, ils se devaient d'être présents pour montrer qu'ils étaient... Okay. Il y avait une logique. Ouais. Voilà, il y avait tout à fait une logique. Et ce que je trouvais marrant, c'était par rapport à
ce que je disais, c'était la représentation qu'on avait dans les médias et la représentation que moi j'avais dans la vraie vie. Il y avait absolument rien à voir. Il n'y avait aucun rapport. Il y avait plein de profils différents. Il y avait plein de gens. Il y avait plusieurs générations aussi. Il y avait plusieurs qui étaient là, bon, pour des raisons différentes. Mais je trouvais ça complètement décalé parce que par rapport à l'imaginaire et par rapport à la vision du monde, dans les médias, on racontait une version, et puis dans l'autre, quand tu vas dans la rue et que tu descends avec les gens, là, la version est totalement différente. Tu t'entends forcément ce que tu entends à la radio. Et quelles leçons t'en as tiré alors de cette expérience? De cette expérience d'avoir défilé avec les gilets jaunes. Tout, les gilets jaunes, les médias, les monarchistes. Ça m'a conforté dans l'idée de devenir journaliste. Ça peut paraître paradoxal. Donc, et j'ai vécu ça surtout avec une pote qui était vraiment à fond dans le. Alors quand je dis elle était vraiment à fond, elle faisait toutes les manifs parce que moi avec mon fils c'était pas possible que je le trimballe tout le temps aux manifs. Parfois c'était trop dangereux. Même j'ai fait une manif à Paris donc j'étais avec elle, mais même à Perpignan là où je l'ai faite. Au fur et à mesure que le mouvement, que ça devenait, ça avançait, il y avait les gendarmes, ils tiraient avec des flashballs. Enfin bref, c'était. Je me souviens quand j'ai fait la manif à Paris, on a été gazés. C'était l'expérience, c'était pas pour un gamin de 8 ans quoi. Mais pour répondre à ta question, je me suis rendu compte que notre société, je savais qu'elle était complexe, mais à ce point-là, mais que surtout, les gens en fait savent quand il y a une cause, quand il y a quelque chose qui touche les gens de manière profonde, ils savent se rassembler. Ils savent se rassembler sans tomber dans parce que souvent à la télé on parlait les gens disaient ouais nous on n'est pas des gilets jaunes violents, on n'est pas des black blocs, on n'est pas des gens qui veulent casser des vitrines machin etc. Je pense que on sous-estime la manière dont les gens peuvent s'organiser et peuvent réfléchir entre eux et qu'est-ce qui peut être fait. Je ne vais pas utiliser le mot communauté parce que les Français, c'est pas une communauté, mais de manière organisée, de manière, comment dire, zut. Si on se réunit ensemble, il y a des choses qui peuvent apparaître, qui peuvent exister. Et même si ce mouvement, il n'a pas changé grand-chose par rapport aux décisions du gouvernement à ce moment-là, quand on regarde de manière un peu plus dans les territoires en particulier, les gens se sont rencontrés en fait. Maintenant, étant donné qu'il y a une espèce d'éloignement avec les réseaux sociaux, etc., là c'était le moment où les gens s'échangeaient, même dans les gilets jaunes, les gens n'étaient pas d'accord entre eux parce que oui, il y avait certaines causes qui étaient là parce que le pouvoir d'achat, parce que le coût de la vie, parce que le gosse, faut l'amener à l'école, faut le nourrir, etc. Il faut aussi qu'il puisse avoir accès à certaines activités extrascolaires. Mais tout le monde n'était pas forcément d'accord sur comment il fallait le faire, à qui il fallait s'adresser, est-ce qu'il fallait un chef, est-ce qu'il fallait pas un chef, en fait voilà, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai retenu. Je pense qu'on est capable de changer les choses à partir du moment. C'est paradoxal, mais même si on n'est pas d'accord, on arrive à se mettre d'accord, à faire des concessions pour que les choses s'améliorent et pour que les choses avancent. Bon, le mouvement a fini par comment dire, s'arrêter parce que bon, pour plein de raisons différentes. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est ce que je retiens. Ok. Toi qui as analysé le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce que tu penses du mouvement de l'apostasphère ? Alors, avant de te répondre, je vais expliquer comment je me suis retrouvée à lire pour la première fois le mot apostat. C'était quand je vivais encore chez mes parents. Mon père, il avait l'habitude de regarder les chaînes de télé. Il regardait Al Jazeera, on regardait des actualités dans le monde arabe en francophone. Il écoutait aussi TV5 Monde. Non, c'était France TV, pardon. C'est France TV. C'est paradoxal, hein. Mon père qui avait un espèce de... Fallait qu'on se reste entre nous, mais par contre, il écoutait quand même les infos. J'ai regardé une émission et en fait, j'ai entendu un nom et un prénom, que ça c'est Wafa Sultan. Ouais, oui. Elle n'avait pas la langue dans sa poche, elle. Non, voilà. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombée sur le mot apostasie, le fait de quitter la religion. Et j'ai lu, en fait, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle pensait. Alors, je ne saurais plus te dire exactement qu'est-ce qui m'avait marqué particulièrement, mais en fait, déjà c'était une femme dans le monde arabo-musulman
qui remettait en question beaucoup de choses sur les croyances et sur la place de la femme en particulier. C'est la première fois, en fait, où quand j'ai découvert cette femme, que j'ai découvert le mot apostasie, le fait de ne pas croire, le fait de renier même, de ne plus croire et de renier sa religion et de le faire publiquement. Parce que là, elle, comme tu dis, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Après, pour être honnête, j'ai pas vraiment suivi qu'est-ce qui se passait parce que je t'avoue que je ne voulais plus entendre parler de religion, je ne voulais plus entendre parler de Dieu, je ne voulais plus entendre parler de quoi que ce soit qui a un rapport avec le religieux, donc j'ai laissé. Mais t'étais musulmane à ce moment-là, quand tu entends parler d'elle? Tu m'as dit que c'était chez ton père. Oui, ça c'était chez mon père. C'est vrai que je saute. Elle t'a fait quoi comme impression à ce moment-là? Ah, mais moi j'étais admirative. Ah, ok, mais t'étais Ah oui, musulmane quand même. mais j'étais quand même musulmane, mais j'étais admirative parce que c'est. Ça sentait le sapin, cette histoire. Voilà, exactement. Exactement. J'imagine que être admiratif devant cette femme à ce moment-là, ça voulait dire que déjà chez moi il y avait un doute. Quand même, il y a un truc qui va pas dans ce que j'entends et dans ce que je dis. Mais qu'est-ce qui te faisait douter en vrai à chaque fois? C'était juste, ça te paraissait pas rationnel? Non, ça me paraissait pas crédible. Ok. C'est genre quoi? C'était les mythes qui tournaient autour du prophète? C'était. Oui, il y Ok, avait ça. Et puis, j'étais aussi particulièrement sensible à la question de la place de la femme dans l'islam. Souvent, on dit oui, mais la religion musulmane, c'est la première religion féministe parce que. Ah bah, ta mère, elle peut témoigner, hein. Oui, donc oui, par rapport à cette femme et par rapport à la question de la place de la femme dans l'islam, il y avait des choses qui me dérangeaient en fait. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'est un homme, parce qu'il est de sexe masculin, il peut se comporter en fait, il peut faire ce qu'il a envie, ce qu'il veut, même si il y a des obligations, faut qu'il se marie, faut faire de la prière, machin, etc. Et en dehors des pratiques, hein, mais par contre, en ce qui concerne les femmes, je l'ai vécu parce que quand j'ai eu mes premières règles, on m'a dit non, maintenant que tu as tes règles, quand tu as tes règles, tu fais pas la prière, tu jeûnes pas. Bon, ça m'arrangeait. Euh, mais cette partie-là, pour moi, c'était vraiment très humiliant parce que j'avais mes règles, quelque chose qui est censé dire que Naturel. Comment? C'est naturel, les règles. Voilà, c'est naturel, mais ça veut surtout dire qu'en fait, je suis en bonne santé. Ça veut dire que mon corps fonctionne. Je suis mise à l'écart. Pourquoi? Elle est où quelle est la logique là-dedans? Et puis surtout, il y a un autre truc. On parle de ça tout à l'heure. Je disais que j'aimais bien la science. Il y avait cette légende là, ce truc-là. Il y aurait des phénomènes scientifiques qui sont dans le Coran avant que ces phénomènes scientifiques soient découverts par nos scientifiques contemporains. Alors que dans la Grèce antique, on étudiait déjà la Terre. Enfin bref, il y avait déjà des trucs qui existaient. On ne partait pas d'une base comme ça, on disait ouais, la Terre elle est plate, machin, etc. Non, il y avait ça qui me dérangeait. On parle des miracles scientifiques du Coran. Voilà, merci. Il y avait ça qui me dérangeait. Mais c'est au fur et à mesure que j'apprenais des choses avec mes cours, même si c'était chez moi, je faisais des liens entre ce que je lisais avec le Coran. On a surtout lu le Coran, on a surtout lu les hadiths, et puis j'ai surtout beaucoup lu des biographies du prophète, de ses femmes, j'ai aussi lu la biographie de Hind, une une des femmes qui était très très farouchement opposée au fait de se convertir à l'islam, mais qui a finalement fini par céder. J'étais vraiment impressionnée par le personnage et la manière dont elle était décrite. Je trouvais qu'elle était puissante dans le sens où elle refusait de se soumettre, peu importe la manière. Ouais, elle a fini par apparemment, elle a fini par se convertir. Enfin bref, voilà. Et je trouvais ça révoltant dans le sens où je ne trouvais pas d'explication logique. Pourquoi? Parce que je suis de sexe féminin, je suis réduite à faire certaines choses et pas à faire d'autres choses. Parce que, et pourquoi les hommes ou sexe masculin, pourquoi eux, ils sont autorisés à faire ces choses-là que moi, je ne sais pas faire. Donc sortir toute seule. T'as des explications sur toutes ces choses? C'est un peu c'est la manière dont est structurée la société islamique idéale. Chaque sexe a ses propres prérogatives. Oui, elle a son rôle. Donc voilà, il y avait les rôles sont bien genrés. Voilà, exactement. Et je trouvais ça. En fait, j'avais pas envie de passer ma vie à faire des enfants et à être au service du foyer et être au service de mon mari, être au service d'eux. Et moi, quand est-ce que je suis au service de moi-même? Où est ma place? Ou à partir de quel moment j'existe en tant que femme? Parce que là, pour l'islam, tu existes en tant que femme pour faire des enfants. Dans la maternité voilà. Et dans le foyer. Exactement. Et ça, moi, je trouvais ça dérangeant dans le sens où, en fait, en tant que personne,
En tant qu'individu, je n'existe pas. J'existe juste pour participer à la communauté, parce que je participe à la communauté en faisant des enfants, en donnant des enfants à mon mari. Et ça s'arrêtait là. Mais Et est-ce je qu'un mari n'aurait pas pu dire moi, je sers qu'à entretenir le foyer. Je suis qu'un maillon du système. Je suis bon qu'à aller travailler et aller me casser le dos à l'extérieur pour nourrir toutes ces bouches qui m'attendent à la maison. Enfin, je veux dire, est-ce que quelque part, on pourrait pas imaginer une femme musulmane épanouie parce qu'elle embrasse un peu sa condition de femme? Bah moi, je dirais, si on Mhm. veut perpétuer une certaine lignée qui, soi-disant, descendrait du prophète, à un moment donné, il va falloir faire des enfants. Et les enfants, ils ne sont pas tout seuls. Mhm. À un moment donné, il faut savoir ce que tu as envie. Soit tu veux des enfants, soit tu fais une vie avec ta femme, ou pas d'ailleurs. Hein. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir réfléchir par soi-même. C'est qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est pas en dehors de la vision de faut que ce soit comme ça et pas autrement. Toi, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. En fait, j'ai pas envie on va me dire quelque chose parce que la personne en face de moi, elle trouve ça, je sais pas, juste, correct par rapport à sa manière de croire ou de penser, je ne sais pas. Moi, je vais pas me contenter de ça, en fait. Je veux savoir pourquoi tu veux faire de cette manière, pourquoi tu veux faire comme ça, pourquoi tu n'irais pas chercher plus loin que ce que tu as envie. Après, Alors peut-être moi qu'il j'ai y a une proposition, parce que c'est la manière la plus efficace de gérer une société islamique. Oui, L'homme efficace pour ramener de la calorie à la maison et la femme efficace pour s'occuper du foyer. parce que la femme est faible et elle sert qu'à s'occuper des enfants parce Non, qu'elle peut-être est pas aussi. faible, mais vraiment c'est le fait de bien genrer la gestion de la cité, quoi. Oui, Chacun a son rôle, quoi. Enfin, chaque sexe a ses propres prérogatives. Et celle de l'homme, c'est de ramener les calories à la maison et puis d'avoir l'autorité sur le foyer. oui, en fait, mettons, il y a 3 enfants et sa femme. En fait, chez lui, il y a 4 enfants parce qu'il y a sa femme et ses enfants. Parce que là, à ce moment-là, Bah, il c'est y a. la manière de voir les choses en islam, oui. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Non, Après, il reste plus qu'à l'accepter, quoi. oui, ça, c'est encore une autre partie. Si tu veux, moi je vois une cohérence là-dedans. Après, il faut embrasser le truc, quoi. Mais Mm, je veux dire, c'est pas farfelu, quoi. C'est ce que je veux te dire. Alors, c'est un cadre très rigide. C'est même un cadre rigide tout court. tout court, ouais. Euh, mais à partir du moment où tu acceptes ce cadre, eh ben, en théorie, selon les musulmans, en tout cas, c'est censé bien fonctionner, quoi. Encore une fois, c'est paradoxal parce que dans l'islam, on croit à l'âme, on croit à ces choses-là, on croit au fait que on n'est pas une enveloppe de chair. Quand tu as une approche philosophique de l'âme, Mhm. on sait très bien que dans l'âme, il y a alors ils vont dire oui, mais chez la femme, c'est beaucoup plus prononcé parce qu'elle enfante, machin, etc. Mais on a une part créatrice qui est en nous-mêmes. Et tu pourras l'étouffer, lui mettre des œillères, tu peux utiliser tout le champ lexical de la restriction. Mhm. Il y a un moment donné ou un autre, c'est comme une graine qui est sous la terre et qui est là depuis des années et des années, elle finira par sortir. Donc, avoir un cadre, c'est bien, c'est une bonne chose parce que ça donne des repères. Pour, par exemple, poser des limites, pour l'éducation, pour dire non, il y a ça se fait, ça se fait pas, etc. Mais à partir du moment où ce cadre est beaucoup trop restrictif, quoi qu'on fasse, en fait, il arrivera à un moment donné où ce cadre va exploser. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, parce que comme la graine, je prends cette image, mais pour moi, c'est vraiment ça, la graine qui germe, qui du jour au lendemain apparaît, peu importe le degré de rigidité de ce Mhm. cadre, il y a un moment donné où il finira par exploser. Et les facteurs qui font que ça va finir par exploser, ils peuvent être multiples. Ça peut très bien être parce que soi-même, même si la réflexion est interdite, même si tu peux pas sortir, tu es autorisé uniquement à faire ce qu'on t'autorise. L'âme humaine, il y a un moment donné où elle étouffe, en fait, elle meurt. La dernière chose qu'elle fera avant de mourir, c'est essayer encore une fois, une dernière fois, de se développer, de sortir des cadres, de tout casser, en fait. Je vais faire un parallèle avec ce qui se passe dans le monde musulman en ce moment. Mhm. Là où il y a 15 ans en arrière, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mhm. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et malgré les restrictions d'accès à certains, YouTube, à tout ce que tu veux, qui permet de voir le monde extérieur, et aussi parce que les classes
les personnes qui ont de l'argent et qui peuvent se permettre de voyager malgré que ce soit, peu importe la croyance, musulman ou juif ou tout ce que tu veux, ils voient comment ça se passe dans le monde extérieur. Et en particulier, malheureusement, en Occident. Ils voient que quand tu vas en France, tu peux te circuler librement parce que tu es une femme, parce que tu as le droit de chanter, tu peux boire, tu peux t'habiller comme tu as envie, etc. Et là où je fais la relation entre le fait qu'il y a même si le cadre est restrictif, il y a un moment donné où, parce qu'on voit on voit que ces choses-là, elles peuvent exister de manière différente, on va vouloir imiter, parce que comme tu disais tout à l'heure, l'humain, ça reste un animal, il a besoin de créer des liens, et aussi, il imite ce que ses congénères font. Donc que tu sois un homme ou une femme, à partir du moment où tu trouves que la situation est injuste, ou la situation ne te convient pas, tu finiras, même peu importe le prix que ça te coûte, tu finiras par sortir de ce cadre, et tu finiras par faire les choses que toi tu as envie. Et l'exemple le plus flagrant, c'est la société iranienne en ce moment. On voit ce qui se passe malgré la répression, malgré tout ce que fait la République islamique pour, entre guillemets, avoir la main sur en tout cas la jeune génération. Les femmes se dévoilent, les jeunes hommes, la jeunesse en tout cas a envie de profiter et a envie de vivre parce qu'ils voient bien que ce qui se passe c'est pas normal et que on peut vivre autrement que dans la répression ou la crainte ou d'autres choses. Voilà. Ouais. Non, après, pour nuancer, il y a aussi le fait qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Oui, Tu vois, c'est vrai. chez nous, les femmes, elles ont envie de se voiler, elles ont envie de mettre des vêtements religieux à l'école. Enfin, il y a aussi ça aussi. Parce Oui. que quelque part, j'ai l'impression qu'on se laisse, toi et moi, glisser vers le fait de suggérer que avoir un cadre, c'est mal, et du coup, ne pas en avoir, ce serait bien. Mhm. Mais bon, en fait, moi, pour te dire le fond de ma pensée, je pense que ça dépend vraiment de ton niveau d'acceptation de la condition et aussi Mhm. un peu de ta nature, de ta manière Oui. d'être. Il y a des Oui. gens pour qui l'absence de cadre, parce qu'en fait, enfin, l'inverse d'un cadre, c'est l'absence du cadre. Du coup, il n'y a pas Oui. il y a pas vraiment de zone grise, quoi. Oui. Et donc, l'absence du cadre, quand t'es pas armé, ça peut t'entraîner sur des comportements addictifs, une fuite en avant sur tout un tas de choses très mauvaises pour toi sur le long terme, que tu Oui. penses au départ être bien, mais je veux dire, qui, si elles sont faites sur le long terme, vont te détruire. Et au final, est-ce que la personne qui a vécu une vie pleine d'excès ne le regrette pas une fois qu'elle a 50 ans et que elle a pour seule compagnie des chats ou j'en sais rien, tu vois. Ah ouais, je vois. Euh, Je vois. donc voilà, c'est juste pour un peu nuancer ton truc. Mais je suis d'accord que dans l'absolu, ce qu'il faut, en fait, c'est pouvoir donner enfin, le choix aux gens de pouvoir s'exprimer librement. Oui. Mais c'est compliqué. Le problème, pour reprendre l'exemple des femmes iraniennes, c'est qu'ils ont tendance à fantasmer l'Occident, parce que ce qu'ils voient de l'Occident, c'est les films, beaucoup. Oui. Oui, Ils parce que regardent pas le JT de 20 heures, si tu veux. Ce qu'on leur montre sur Netflix, c'est pas vraiment ce qui se passe dans le monde réel, oui, quoi. réellement. Réellement. Je Donc, suis d'accord avec toi. Après, par rapport à ce que tu dis, là où je nuancerais, parce qu'on prend l'exemple on va parler du voile, hein. mm, Les femmes qui sont en France et qui se voilent, elles ont la liberté de le faire. mm, C'est la différence entre quand tu vas en Arabie Saoudite et quand tu vis en Arabie Saoudite et quand tu vis en France. mm, En France, bon, sauf si ta famille, elle est dans ce truc-là de si tu mets pas le voile, je te tue, parce que ça, c'est des choses qui sont réelles. En mhm. France, en tout cas. Porter le voile en France, ça n'a rien à voir que par rapport à porter le voile en Arabie Saoudite, je sais pas, en Turquie, où ça n'a pas les mêmes conséquences. En France, les femmes, enfin, de ce que j'ai pu constater et de ce que j'ai pu voir, elles ont le choix de le faire. Maintenant, à partir du On l'a moment, vu avec ton histoire. voilà, en plus, en plus, Comme je l'ai très bien illustré durant cette interview. voilà. Voilà, c'est ça la différence en fait. Après, oui, je peux entendre ton argument dans le sens où, puisqu'on prend l'exemple de l'Iran, ils voient une image, une fenêtre de l'Occident à travers des fictions. Et c'est des Mm. fictions, hein. Et par rapport au cadre, moi, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas de cadre, hein. Au contraire, le cadre, c'est important parce qu'après, on va se retrouver avec comment dire, des personnes qui, comme moi, auraient vécu des situations extrêmes.
et qui vont se retourner contre la société, je sais pas, en allant se faire exploser, comme ce qui s'est passé à l'attentat en 2015 de Charlie Hebdo. Non, c'est pas se faire exploser. Je sais plus ce qui s'est passé exactement. Mais enfin bref, ça a tué des gens parce que c'est d'autres personnes avec d'autres croyances, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Et peu importe ce qu'ils ont vécu, peu importe ce qui leur est arrivé, rien ne justifie de tuer quelqu'un au nom d'une idéologie, au nom d'une croyance. Il n'y a rien qui justifie ça. Et là où je veux faire le parallèle avec ça, c'est que moi, j'ai eu toutes les raisons du monde de tourner comme ça, c'est-à-dire au contraire, de me fermer sur moi, de me dire, ouais, non, mais en fait, je vais me voiler, je vais me marier, je veux pas entendre parler de la société française, parce que il y a eu quand même 4 signalements qui ont été faits, et les 4 qui ont été faits, il n'y a rien qui a été, comment dire, dans notre entourage, personne ne s'est bougé et nous ont dit, bon, on va vous prendre, vous séparer de vos parents. Même mes voisins qui entendaient les cris, ils n'ont jamais bougé. Je veux dire, j'ai pas vécu une situation qui m'a poussé à faire confiance à la société. Au contraire, là, c'était vraiment, en fait, on nous a laissé nous démerder tout seuls et on a presque failli mourir et puis voilà, basta. Tout ça pour te dire que j'avais toutes les raisons du monde pour terminer comme ça, mais sauf que non, en tout cas pour moi, rien ne justifie que je me comporte de cette manière. Et puis, c'est malheureux, c'est cruel, mais je suis tombée dans une famille qui est comme ça. Et c'est vrai que l'État a sa part de responsabilité parce qu'il y a un moment donné où quand il y a 4 signalements, c'est qu'il y a vraiment un souci. Et quand les parents ne veulent pas laisser rentrer les assistantes sociales qui sont passées plusieurs fois, il y a vraiment un problème. Mais ça, c'est encore un autre débat. C'est ma réflexion, je sais pas, mais jamais je me suis dit, ouais, ben c'est la faute de la France, c'est la faute Non, j'ai jamais. C'est comme ça, c'est arrivé. J'ai vécu ces choses. Je vais pas commencer à en faire de la rancœur. J'ai déjà vécu beaucoup de choses. J'ai déjà vécu assez de choses pour encore en plus me rajouter, me dire, ah là là, je déteste la France. Quand j'entends certaines choses qui sont dites, je me dis, mais les gens, est-ce que vous vous rendez compte de la chance, peu importe ta croyance, de la chance de vivre en France? Tu te rends pas compte, en fait, de ce que c'est d'avoir des croyances et de vivre dans certains pays. Par exemple, on parle des musulmans qui sont persécutés ah mince, les Ouïghours, voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais on parle pas beaucoup des chrétiens au Liban qui sont persécutés par des personnes de confession musulmane, parce que ce sont des chrétiens, et que c'est toujours le cas. En fait, je pense que, et c'est là où on va revenir sur le cadre, moi je me suis dit que je suis humaine, que étant donné que je suis humaine, je vais faire des erreurs. Mais certains, quand ils font des erreurs, au lieu de reconnaître que c'est le cas, ils vont continuer à dire non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Non, cette croyance explique pourquoi je me suis comportée de cette manière. Il n'y aura pas d'autre réflexion et ça s'arrête là. Voilà. Il faut une bonne capacité d'auto-analyse et de remise en question. Exactement. Est-ce qu'on aurait d'autres sujets évoqués, une petite conclusion à faire, comme tu veux? En conclusion, je voulais parler de 2 choses. D'une émotion qui m'a beaucoup traversée et qui a un rapport avec ce dont je te parlais il y a 5 minutes, dans le sens où je disais j'avais toutes les raisons de devenir aigri, comme on dit maintenant. C'est la colère. Et le rapport avec le cadre, c'est que cette colère, je l'ai laissée s'exprimer, mais pas n'importe comment, dans le sens où la colère peut être une bonne chose à partir du moment où on est conscient de pourquoi on est en colère. Je suis pour la lutte des droits des femmes, les droits des animaux, et puis aussi la protection de l'enfance. Et le lien avec ça, en fait, c'est la colère, pour moi, ça a toujours été un moteur pour chercher à comprendre pourquoi, comment les choses sont arrivées. Bon, parfois, j'ai appris à ne pas trop chercher pourquoi. Ça m'a aidé à rester vivante, dans le sens où la colère, c'est une émotion qui est forte et qui m'a permis d'avoir un chemin à suivre, dans le sens où comment dire, donc parce que j'étais en colère, donc j'étais révoltée, donc je cherchais des réponses, voilà. Et ces réponses-là, je les ai cherchées moi-même par rapport à l'islam, par rapport à toutes les choses que j'ai vécues.
Donc la colère, ça a été un moteur pour la lutte pour les droits des femmes, pour la lutte des droits des animaux, plus récemment la protection de l'enfance. Et là où je voulais en venir aussi, je suis dans plusieurs causes, mais j'ai appris à mettre des limites dans le sens où à partir du moment où dans ces causes, on te dit, oui, mais la façon dont tu fais, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses, parce que sinon, t'es pas une bonne militante. Voilà. Et La pureté militante. voilà, la pureté militante. Et le lien que je vais faire avec la colère, la pureté militante et l'islam, c'est que maintenant, quand on se comporte de cette manière avec moi, je me dis, ah tiens, c'est exactement ce qu'on me disait quand j'étais musulmane. Si tu te comportes pas de cette manière, ben, c'est pas comme ça qu'il faut que tu te comportes, c'est comme ça et pas autrement. Donc j'apprends à me prendre du recul avec les convictions, voilà, les convictions que j'ai. J'apprends à prendre. Par contre, la différence entre l'islam et ses causes, c'est que je ne suis pas croyante, donc je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas aux choses que je ne sais pas voir, mais il y a des choses dans ces différentes causes qui existent, ce sont des faits, il y a des événements, des choses que j'ai vécues et auxquelles j'ai assisté, personnellement, bien entendu, ici, et que je ne vais pas remettre en doute, pas comme dans l'islam où j'ai remis en doute l'existence de Dieu, l'utilité de faire la prière, l'utilité de jeûner, l'utilité de lire le Coran, l'utilité de... À chaque fois que tu te lèves, tu dis une invocation. Quand tu vas aux toilettes, tu dis une invocation. Quand tu manges, tu dis une invocation. Avec toutes ces choses-là. Donc, à partir du moment où je vais quelque part, où j'adhère à une idée, où j'adhère à quelque chose en particulier, quand je vois qu'on me dit, ben, c'est pas comme ça que tu devrais te comporter, c'est comme ça, je vais pas me méfier, mais je me dis, ah tiens, est-ce que c'est pas encore une fois ce truc-là de pureté, faut que tu sois sans défaut, machin, etc. Voilà. Et du coup, par rapport à la colère, ben, j'ai appris à la canaliser dans des choses auxquelles je suis convaincue enfin, c'est même pas qu'elles méritent, c'est qu'il y a des choses à faire et que dans ces cas-là, le fait d'être révolté, être révolté, être en colère, ça veut pas dire aller dans la rue, casser des trucs, non. Ça veut dire aussi écrire, ça veut dire aussi rencontrer des gens, échanger ce qu'on a vécu, discuter des points de vue, parce que même si on a des similitudes dans les situations qu'on a vécues, on les a pas vécues de la même manière, donc tu vas forcément apprendre des choses que la personne va t'apporter, que tu savais pas, et que inversement tu vas lui apprendre des trucs. Enfin voilà, du coup, par rapport à ces trois choses-là, c'était ça le lien que j'ai fait et que j'apprends aussi petit à petit encore à faire. Ok, bah, merci. J'avais une question pour terminer. Oui. T'as jamais eu l'envie de te venger de tout ce qui t'est arrivé? De mon père, tu veux dire? De tout ce qui s'est passé pendant ton enfance. Après, je sais pas si t'en veux le plus, à qui t'en veux le plus. Est-ce que t'en veux le plus à ton père, à ta mère, à ta famille, aux services sociaux, au dogme islamique aussi peut-être. Alors, je serai honnête. J'ai pas eu envie de me venger, mais j'ai eu beaucoup de rancune. Parce que, ben moi, je suis arrivée au monde, j'ai rien demandé j'ai rien demandé à personne. J'ai vécu des situations que je ne souhaite à personne. Enfin, j'ai vécu une situation que je ne souhaite à personne. J'ai vécu avec un père que je ne souhaite à personne non plus, et ma mère d'ailleurs. Une famille en tout cas que je ne souhaite à personne. Mais sans tomber dans le masochisme, sans tomber dans le truc de... Ça a été vraiment difficile, hein. Mais j'ai appris à faire le deuil de tout ce que j'ai vécu. De me dire, comment dire, j'ai pas eu une enfance normale, j'ai pas eu une adolescence normale. Et c'est que très récemment, pour répondre à ta question, que je me suis dit qu'en fait, ben, étant donné que maintenant je suis grande, je vais utiliser ce terme parce que parfois j'ai Que tu es encore forte, l'impression... quoi. Voilà, je suis forte. Ben c'est moi qui décide de ce que je souhaite de ma vie. Là, il n'y a plus personne qui va me dire, enfin, il n'y a plus mon père pour me dire comment je dois me comporter, il n'y a plus les croyances pour me dire comment je dois me comporter. Là, c'est moi et moi-même qui décide comment ma vie va être, de quoi elle va être faite. Voilà. Ça m'a demandé énormément de temps, ça m'a coûté énormément de choses. Non, j'ai jamais ressenti l'envie de me venger de quoi que ce soit, et après, ça va... Est-ce que oui, sur le moment, je vais me venger, oui, sur le moment, je vais me sentir bien, mais après,
Et puis je vais me venger comment? Je vais tuer mon père, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vais faire? En fait, pour moi, ça n'a pas de sens parce que, certes, oui, ce que j'ai vécu, ça n'a pas de sens non plus. Et après, quel est le but? Quel sera le but? C'est soulager ce que je vis, ce que je ressens à ce moment-là. Et puis après, je vais m'en vouloir toute ma vie pour avoir eu un comportement à un moment donné parce que je me sentais comme ça. Et qu'est-ce que ça va m'apporter en tant que pour ma construction de ma propre personne? Voilà, pour répondre à ta question, donc non, j'ai pas ressenti d'envie de me venger. Ah bah, merci pour cette interview et puis bah, je te dis à très bientôt. Ah bah, merci à toi. Merci. Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Merci infiniment Gretchen d'avoir partagé avec nous ton parcours de vie. Vraiment de toute ma vie, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec une personne qui a connu un démarrage dans la vie aussi compliqué. Vraiment, c'était l'épisode salade tomate oignon sur les méfaits de l'islam appliqués dans le monde réel. Je vais essayer de m'expliquer. Je vais essayer de m'expliquer par rapport à ça. Déjà, il y a cet environnement très dur au départ, qui est un environnement qu'on souhaite à personne, qui est un environnement dans lequel on grandit pauvre, avec beaucoup de frères et sœurs, donc l'argent est d'autant plus divisé, et contrairement, je pense, aux clichés qui sont véhiculés ça et là, grandir avec pour seule source de revenus le revenu minimum et des allocations, c'est extrêmement insuffisant. Donc on peut que imaginer cette pauvreté dans laquelle Gretchen a vécu. Et contrairement aux pays peut-être du tiers-monde où tout votre environnement est pauvre, il faut vraiment s'imaginer grandir dans un pays riche comme la France, mais sans argent, de mon point de vue, c'est encore plus difficile. Même si on peut bénéficier de certaines aides, de la bibliothèque par exemple. Mais bon, ça reste un environnement très difficile. À cela, on ajoute de ça des parents malsains, ou en tout cas surtout un père, l'archétype du manipulateur endoctriné et sectaire, l'archétype du salafisme bête et méchant et surtout utilisé de manière dure dans le sens brutal, malsain. Déjà, j'ai eu beaucoup de colère pendant l'épisode, beaucoup de colère après l'épisode. La colère m'est venue du fait de me dire, mais je vois que cette manière d'appliquer l'islam est malsaine. Elle est malsaine parce qu'elle est malsaine au sein des foyers. Ensuite, ça se répand parce que évidemment, comme vous l'avez vu avec Gretchen, qui a énormément de frères et sœurs, on peut en tout cas théoriser que cette éducation va être ensuite peut-être euh, transmise à d'autres générations, évidemment, sans doute pas pour Gretchen et sans doute pas pour la majorité des frères et sœurs, mais quand on a eu comme modèle comportemental un père aussi brutal, violent, forcément, et que c'eût été vu comme une chose normale, on ne peut qu'avoir peur de ce qui va se passer par la suite. Et là, je vise pas évidemment la famille de Gretchen, mais je vise toutes ces familles qu'on laisse évoluer de manière aussi sectaire, sans rien faire, sans rien dire, au nom de je ne sais quelle liberté de faire, liberté d'agir. Je suis désolé, mais la liberté, c'est de faire sur soi ce que l'on souhaite. Mais là, on parle d'éducation, d'éduquer des enfants qui n'ont rien demandé. Donc moi, je n'appelle pas ça de la liberté, j'appelle ça laisser faire de la maltraitance. Un autre élément qui m'a vraiment gêné tout au long de l'épisode, c'est qu'à plusieurs reprises, des sonnettes d'alarme auraient dû être tirées. Il faut comprendre qu'en 17 ans, évidemment que il y aurait pu avoir pas mal de signaux d'alarme, que ce soit de la famille, des voisins, des assistantes sociales, des policiers même. Imaginez, vous êtes policier, vous entrez dans un appartement complètement chaotique, et puis ensuite vous rentrez chez vous. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment est-ce qu'on a pu collectivement se laisser aller à ce point-là. Et évidemment, je vise pas la personne physique du policier. Je vise plutôt l'institution, l'environnement qui fait que un policier, quand il débarque et qu'il constate un chaos, n'a pas les moyens d'agir, puisque j'ose imaginer que c'est ce qui s'est passé. On a quand même, imaginez-vous la scène, hein, on a le policier qui arrive devant le père de Gretchen et ce dernier lui dit
non, vous ne rentrez pas. Et ensuite, le policier rentre à son commissariat comme si de rien n'était. Tous ces dysfonctionnements, les proviseurs, il y a aussi la scène avec ce principal de collège qui parle devant la mère du fait que Gretchen avant mettait le voile et maintenant ne le met plus. Mais à quel moment il faut manquer d'intelligence émotionnelle pour ne pas se dire, oula, attends, j'ai une ado, elle mettait le voile, elle le met plus. Est-ce que peut-être ce serait pas une ado qui met le voile et qui l'enlève en cachette de ses parents? Mais à quel moment cette simple idée, qui n'a rien d'extraordinaire, n'est pas venue à l'esprit de la principale? Donc imaginez, hein, là c'était la mère de Gretchen qui était là ce jour-là, mais ça aurait pu être le père. Et si le père avait compris ce qui se passait, imaginez le passage à tabac qu'aurait subi sa fille à cause de la principale. Enfin, vraiment, c'est à tous les étages. Et il y a autre chose que je me rends compte aussi, c'est que je pense que, en fait, c'est un peu comme un corps humain. Corps humain qui n'est pas préparé à recevoir un certain virus et qui le laisse du coup évoluer dans son voilà en son sein. Et voilà, les globules blancs ne font pas leur travail. La maladie peut se répandre jusqu'à où? Jusqu'à où? Peut-être que l'islam en France voilà va tellement ronger la France que finalement on va vraiment se la taper cette guerre civile dont tout le monde parle. C'est pas possible de continuer comme ça. Ou alors autre chose, la solution va tellement pourrir, on ne reconnaîtra tout simplement plus la France. Ça se sera fait petit à petit, et ensuite on regardera en arrière, on regardera, je sais pas, les années 60-70, on regardera la France comme aujourd'hui, on regarderait le Moyen Âge. Voilà, une autre époque. Et nous, on vivra dans un espèce d'environnement ultra violent, où on aura laissé les salafistes agir en toute impunité, dans cette ambiance d'alliance et de désaveu. Et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est que on les laisse totalement se déculpabiliser de leur comportement. Voilà. Une personne salafiste qui décide d'éduquer ses enfants de manière brutale, oui, les lois en France lui disent qu'il n'a pas le droit de frapper ses enfants. En théorie, évidemment, c'est comme on dit tout le temps, les lois sont bien faites, il suffit juste de les appliquer. Mais moi, je trouve qu'on est au-delà de juste les appliquer. Moi, j'ai l'impression qu'on ne veut pas les appliquer. Et quand je dis «on», qui est ce «on», c'est tout simplement c'est à tous les étages. C'est les personnes qui sont au pouvoir, mais c'est aussi les personnes qui sont là dans le milieu social. Et j'ai l'impression vraiment que les gens dans le milieu social, leur priorité, c'est de ne pas faire de vagues, tout simplement. Mais moi, je veux que ces gens qui éduquent leurs enfants de cette manière-là, de cet islam qui explique que l'enfant qui ne prie pas à 10 ans, il faut le frapper, je veux que ces personnes se sentent coupables. Je veux que ces personnes sont gênées dans leur quotidien, se disent, je vis dans un environnement qui rejette ma manière d'éduquer mes enfants. Je veux qu'ils se sentent gênés. Ils le feront, voilà, ils continueront à frapper, ils continueront à brutaliser leurs enfants, mais ils sauront qu'ils le feront pas avec l'espèce d'accord tacite, la passivité des institutions, pour ne pas dire leur complicité. Je veux qu'ils le fassent en se disant: «Je suis en train d'enfreindre les règles, j'ai une gêne». Parce que eux vont se le dire et surtout ensuite les personnes autour qui sont un peu béates, mais moi je peux comprendre. Imaginez vous êtes voisin, votre voisin c'est un putain de salafiste, vous le savez qu'il éduque, voilà ses enfants de manière brutale. Vous allez vous dire quoi? Vous allez dire: «Je vais appeler le policier, je vais appeler les policiers, ils vont débarquer, ils vont constater, ils vont rentrer chez eux». Et ensuite moi je vais devoir, affronter le regard, du putain de taré qui habite, en face de chez moi. Mais évidemment que vous pouvez rien faire dans cet environnement. Évidemment que vous pouvez rien faire. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Je vais vous faire une petite, peut-être pas confidence, mais quelque chose dans ce style. Parfois, je continue mes podcasts, mes interviews, et je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais toutes ces interviews? Pourquoi est-ce que je continue à prendre de mon temps pour mener à bien ce projet? Et là, je tombe sur Gretchen et son histoire, et je me dis, mais oui, c'est ça en fait. Je me bats pour que les personnes qui ont subi une enfance brutale et ceux qui continuent, les enfants qui continuent de la subir, pour trouver le moyen que ça s'arrête. Voilà, on n'arrêtera jamais les violences physiques faites aux enfants, mais, mais je vais continuer à porter leur voix. Je vais continuer à porter leur voix et je vais continuer de faire ce que je peux pour clamer haut et fort que c'est pas normal. Voilà, qu'on n'a pas laissé les choses se faire en observant benoîtement la situation.
comme si quelque part on l'acceptait au nom de la sacro-sainte liberté de pensée, de conscience. Je suis désolé, ça c'est pas de la liberté de pensée, de conscience, ça c'est de la violence psychologique. Et la violence psychologique, c'est quelque chose qui doit être combattu parce que c'est quelque chose qui nuit à notre société. Alors évidemment, à mon échelle individuelle, je suis bien impuissant de faire changer les choses. Par contre, ce que je peux faire à mon échelle et ce que vous pouvez faire à mes côtés, c'est de continuer à nous fédérer. J'ai créé une association, le Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. Le lien est en description de l'épisode. Et avec cette association, on aide tous les libres penseurs, toutes les personnes qui ont besoin d'aide. On les aide à se sortir de leur environnement toxique, de quelque manière que ce soit. Et j'espère qu'avec cette association, on va continuer à se structurer, continuer à aider des gens, grandir, et un jour on sera capable d'être une force suffisamment importante pour pouvoir agir comme je le souhaiterais. Mais pour ça, il va nous falloir du temps, il va nous falloir de l'aide. Donc n'hésitez pas à aller en description et à rejoindre le mouvement. Si jamais vous avez connu une enfance aussi difficile que Gretchen, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me contacter pour effectuer une interview. Si vous pensez que Gretchen n'a pas été la plus mal lotie que vous ayez connue, et si vous-même vous avez été plus mal loti qu'elle, ou alors mal loti d'une toute autre manière, contactez-moi, je serais curieux de comprendre voilà, les mécanismes et ensemble, il faut qu'on fasse exploser cette secte qui est la branche ultra-orthodoxe de l'islam. Il faut vraiment que cette branche soit reconnue comme telle, une secte. Merci une dernière fois, Gretchen, pour ton courage. Je sais que ton parcours a été difficile. J'espère à minima que ça t'aura rendue forte, résiliente. À toute chose, malheur est bon, comme on dit. Il faut transformer ton expérience en quelque chose de positif, regarder de l'avant. Et dans tous les cas, merci d'avoir participé à cette interview. Un mot quand même sur cette histoire de loi de 2004 sur les signes ostentatoires à l'école. Forcément, c'est parti des politiciens. Et tout ce qui est fait par les politiciens pour des raisons politiques, c'est souvent plutôt des effets d'annonce et une manière de se montrer vis-à-vis de son électorat et de le positionner autour de soi. Et évidemment que je soutiens cette loi contre les signes ostentatoires à l'école, mais force est de constater avec l'exemple de Gretchen que cette loi a été appliquée, voilà, de manière forte à l'école, mais qu'aucun suivi n'a été fait ensuite sur toutes les personnes qui ont retiré leurs enfants de l'école et surtout leurs filles pour cette raison. Et c'est dommage parce que on aurait pu le faire, ça aurait été une occasion en or. Ça aurait été le moment de peut-être de combiner cette loi avec tout simplement une interdiction de faire des cours à la maison à titre préventif, ou en tout cas de porter un focus sur les familles qui ont sorti leurs enfants du système scolaire suite à cette loi, et essayer avec l'aide, je sais pas, par exemple des assistantes sociales, de voir si les enfants n'étaient pas enlevés de l'école pour des raisons religieuses. Et dans ce cas-là, d'intervenir, de regarder si tout se passe bien à la maison. Évidemment que on peut être dans une famille religieuse qui éduque sainement ses enfants, mais en tout cas le focus, ça aurait été l'occasion de porter un focus sur ces familles-là. Évidemment, en bout de course, c'est toujours une histoire de moyens, mais je pense que les moyens, en fait, on ne veut pas les mettre sur ce genre de cas, et c'est dommage, parce que c'est des économies qu'on fait, l'économie de ne pas suivre des familles qui sont potentiellement à problème, mais qui va nous exploser au visage sur les générations futures. Parce que quel État peut laisser des familles gérer n'importe comment leurs enfants et espérer que dans le futur tout aille bien? Mais évidemment que ça ne peut que mal se passer. On crée des générations de personnes psychiquement défaillantes. Et c'est un drame. C'est un drame, mais c'est un drame qui est organisé au niveau étatique. Voilà. Après, peut-être que quand on est au sein du pouvoir, on a l'excuse de dire oui, mais on n'a pas suffisamment de budget pour le faire, on paiera plus tard. Mais quel État gère sa communauté de cette manière-là? Ça peut qu'être un État défaillant. Et apparemment, les défaillances, elles étaient déjà là il y a plusieurs décennies. Voilà, comme on l'a vu avec le cas de Gretchen. Une autre chose dont je voudrais que tout le monde se rende compte,
C'est que regardez, Gretchen, elle a, on va dire, ils sont 10 dans la famille. Seule Gretchen a apostasié. Vous imaginez que le drame de cette histoire, c'est que cette religion est tellement bien faite qu'elle endoctrine par la violence. Et ça fonctionne. Vous voyez, 10% de chance d'apostasier dans la famille de Gretchen. Ça veut dire que malgré toute l'horreur qu'on a entendue, finalement ça donne raison au père de Gretchen. Il a réussi à imposer son dogme sur ses frères et sœurs, qui eux sans doute ne se plaindront jamais de l'éducation qu'ils ont reçue, puisque islamiquement parlant, il n'y avait pas de problème à ce qu'ils soient éduqués de cette manière. C'est ça toute l'horreur et le drame de la situation. Et combien d'histoires comme ça sont tues en France? Et c'est aussi à ça que servent les apostats. On sert à dire tout haut ce que tout le monde cache. Ce que tout le monde cache. Nous sommes un révélateur. Et il faut continuer à parler, il faut continuer à nous exprimer, parce que on laissera pas à nos bourreaux le luxe du silence. Il ne faut jamais leur laisser penser que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour de bonnes raisons. Merci de m'avoir écouté, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.